Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast BBN, l'édition du 13 janvier 2021. Jeff qui est là avec Arius pour livrer aujourd'hui un bilan de saison 2020 de l'Impact. On sait que l'Impact va rebrander son image demain, donc nouvelle image de marque, ça sera présenté demain ou à tout le moins s'il reste de l'information à donner parce qu'il y a eu beaucoup de fuites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais ce qui va rester, ça va être demain. Et on va être en émission spéciale ici à BBN Media pour ce lancement-là. Plusieurs bons invités, entre autres Ray Lalonde qui sera là avec nous. On va avoir également Tony Incolingo qui est fort possiblement le plus gros fan du Manic que le Manic a connu et Arius pourra nous le présenter un peu plus en détail dans quelques instants. Salut Arius, ça va bien? Ça va super, JF, ça va super bien. Merci encore pour une fois pour l'invitation et puis un bonsoir à tous les auditeurs. Oui, parfait. Ribbon, donc demain, Arius, grande journée pour l'Impact de Montréal quand même, qui devrait devenir le CF Montréal. Grande journée demain pour tous les amateurs de foot au Québec. On attend avec impatiemment le logo. Et comme tu as bien mentionné, on a vu plusieurs fuites sur les réseaux sociaux de quelle façon que le logo allait sortir, quelle image allait avoir le logo. Donc, on attend patiemment, comme tu as dit, et puis j'ai hâte aussi, comme à demain, comme tout le monde. Je disais tantôt, on va avoir Ray Lalonde là, qui est bien connu pour être entre autres à RDS dans le Giron de Bell. Tony Incolingo également qui sera là, qui est un des plus grands fans que le Manic de Montréal a pu avoir. Là. Écoute, c'est un homme passionné du foot. Impliqué dans le foot depuis que je suis rentré au Québec. J'ai eu la possibilité, la chance de rencontrer cet homme formidable. Et Tony Incolingo aujourd'hui, qui est directeur de Eleto et Diadora Canada, est un des grands fans des Manic. Donc, Tony va pouvoir lui-même vous expliquer un peu son histoire dans le foot au Québec et son implication aussi dans le foot au Québec et ce qu'il a fait aussi pour le développement du foot au Québec. Donc, les auditeurs auront la chance de rencontrer un homme génial et qui a beaucoup de connaissances du foot, du développement du foot au Québec. On le disait, l'Impact qui va présenter sa nouvelle image de marque demain devrait mettre les bases donc pour la saison 2021, mais encore faudra-t-il qu'il y ait une saison 2021. Les négociations semblent ardues entre la Ligue et l'Association des joueurs présentement. Écoute, moi je crois que cette situation-là, elle est tout à fait normale qu'elle arrive avec, on a vu l'impact que la pandémie a eu sur la Ligue, pas des spectateurs dans les estrades. Je pense que l'entente de l'Association des joueurs et la Ligue arrivait vers la fin. Donc, les joueurs rapidement voulaient s'assurer que leur salaire soit protégé. Donc, je pense que là-dessus, la Ligue a fait un pas d'avant déjà parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jours qui leur restent. Il reste genre 20 jours pour préparer la saison. Donc, il faut que les joueurs répondent quand même assez rapide. L'Association des joueurs doit répondre quand même assez rapide à la Ligue et pour que la Ligue puisse déjà passer à l'action pour mettre le calendrier en place. Donc, ça sera pas facile parce que la Ligue dit d'un côté, on a perdu 1 milliard la saison qui vient de se terminer et avec la pandémie, bon, on comprend. L'Association des joueurs, la MLSPA, semble pas tout à fait en accord avec cette déclaration-là de la MLS en disant
Et il faudrait que la MLS nous présente et nous explique un peu les chiffres en détail si on veut démontrer qu'il y a bel et bien eu une perte à cette hauteur-là. Donc oui, il y a eu une perte de revenus, mais il y a également eu moins de frais d'engagés par les formations. Vu qu'il n'y avait pas de rencontre nécessairement dans leur marché. Oui, mais on a vu que le commissionnaire a mentionné ce qui est arrivé, c'est que c'est d'autres frais qui sont arrivés un peu à cause de la pandémie. Par exemple, pour se faire... la bulle, ça a coûté cher. Voilà, la bulle a coûté exactement. La bulle a coûté énormément. Et à chaque fois, pour faire tester les joueurs médicalement, ça coûte de l'argent aussi. Donc, pour garder le lieu désinfecté, donc tout ça pour garder les équipes en place, pour fournir tout ce qu'il fallait fournir aux équipes. Donc, toutes les conditions, on ne connaît pas toutes les conditions qu'il y avait, mais je suis sûr que ces conditions-là ont fait en sorte que d'autres frais qui n'étaient pas prévus dans le budget est arrivé, donc qui fait qu'il y a eu des pertes. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi les pertes exactes, mais il y a eu, je suis sûr qu'il y a eu une énorme perte sans spectateurs dans les estrades. Si on fait le lien avec l'Impact qui perd chaque année 11 millions de dollars, tu l'as mentionné, JF, donc je peux imaginer combien d'argent que la MLS a perdu cette année sans les fans dans les estrades. Exactement. On sait que l'Impact perd à peu près 10-11 millions par année. Cette année, on peut s'attendre à pas loin de 30 millions de pertes pour l'Impact si on enlève les revenus au guichet, qui est une grande partie des revenus engendrés par l'Impact de Montréal. Et non seulement il n'y a pas de revenus au guichet, il n'y a pas également de vente à la boutique souvenir, il n'y a pas de vente dans les concessions. Des petites Bud Light à 11$, on n'a pas vendu cette année. Fait que tout ça, bout à bout, fait qu'il y a un manque à gagner qui est énorme pour la MLS. Mais bon, par contre, c'est sûr que les propriétaires se reprennent sur la valeur des concessions qui progressent rapidement. Parce qu'on sait que Joey Saputo a payé très peu cher si on regarde le marché actuel. Donc, si Joey Saputo, demain matin, disait « Moi, je vends l'Impact de Montréal », c'est sûr qu'il y aurait un gain énorme de réaliser par Joey Saputo pour le temps qu'il a été propriétaire de cette formation-là. On le voit, le Real Salt Lake est à vendre autour de 350 millions présentement. Donc, c'est une nette progression sur ce que Joey Saputo a payé pour devenir propriétaire de l'Impact de Montréal. Oui, c'est ça les avantages quand tu as une ligue qui est jeune et puis qui est à l'opportunité t'as les moyens et tu as l'opportunité de mettre une équipe sur pied, t'en profites. Mais en même temps, tu sais en retour, c'est un investissement à long terme qui va être, si l'équipe performe, si l'équipe est bien administrée, on voit que l'Impact a quand même été une équipe importante pour la MLS d'avoir. Parce que c'est géographiquement parlant, ça représente quand même une grande métropole en Amérique du Nord. Donc, c'était important pour la MLS quand même d'avoir une équipe canadienne à Montréal. Et puis, l'Impact a profité de cette opportunité-là. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on voit le retour puis de l'investissement. Donc, effectivement, les équipes de la MLS, ils ont des valeurs marchandes très élevées. Donc, qui fait que les commanditaires aussi, les commandites aussi sont quand même capables de quand même aider aussi, je pense, financièrement une autre année pour que les joueurs puissent s'entendre avec l'association pour pouvoir avoir une autre saison. Sinon, on risque de voir des pertes, là. Et là, il y a aussi des grosses négociations qui s'en viennent parce que la MLS va renégocier ses contrats de télé sous peu. Il y a également la fenêtre de, faut pas l'oublier, de 2026 qui va être importante et qui devrait amener beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs à cette MLS-là et beaucoup d'audience. Si la Coupe du Monde devait se tenir Canada, États-Unis, Mexique, ici, quelques matchs à Montréal, c'est sûr que pour l'Impact de Montréal, c'est un gage de succès. Donc, j'imagine que l'association des joueurs
veut obtenir un peu sa part du gâteau également dans ces négociations-là qui s'en viennent. Parce qu'on le sait que le contrat télé devrait être beaucoup plus gros que ce qu'il était dernièrement. Et on sait également que la fenêtre 2026, ben, elle est belle là, pour attirer des nouveaux revenus au sein de la MLS. C'est sûr, mais en même temps, ces contrats de télévision-là veulent s'assurer que cet effet de pandémie va pas venir nuire à toute la publicité, toutes les paperasses derrière ça. Et en même temps aussi, espérons que la saison va être complète, parce que si la pandémie arrive, c'est pour ça que le commissionneur il met beaucoup de pression sur les joueurs à répondre rapidement à l'entente, parce que s'il y a il veut se donner des fenêtres de travail, parce que s'il y a des matchs qui doivent être reportés à cause qu'il y a trop de cas de COVID ou quoi que ce soit, mais il doit au moins trouver ce moment-là pour pouvoir permettre à ce que ce qu'il fait dans ses promesses de contrat de télévision, ben, qu'il va avoir 34 matchs par équipe. Cette année, l'Impact, je crois, ont joué 29 matchs. Ouais. Donc, il y a quand même 4 à 5 matchs qui est perdu, là. 4 à 5 matchs, c'est des revenus. C'est sûr, c'est définitif. C'est de la belle argent qui manque. C'est de la belle argent. Oui, exactement. Donc, les commanditaires veulent s'assurer que tout va se passer comme il faut et puis que la MLS met tout sur pied pour pouvoir avoir une saison complète. En attendant qu'on se tourne vers cette saison complète-là, justement, et qu'on l'entame avec le rebranding demain, je pense que c'est important à un moment donné de faire un bilan un peu des activités et de la MLS et de l'Impact, mais nous, dans notre cas, ça va être de l'Impact de Montréal. Est-ce qu'on peut être satisfait, Arius, de la saison qu'on vient de connaître 2020? Je sais qu'il y a eu beaucoup de déceptions quand même chez les auditeurs, mais d'un autre côté, si je regarde ça, moi je pense que quand tu termines au deuxième rang, veux pas, t'es dans un championnat, t'es le premier des perdants. C'est sûr, il peut y avoir juste un gagnant, c'est le premier. Donc, à partir de ce moment-là, il y en a plusieurs des équipes qui vont être parmi ceux qui ont perdu. Mais si je regarde tout ça froidement, l'Impact a réussi, je pense, le passage d'un nouvel entraîneur-chef. L'Impact s'est classé pour les séries, chose qu'il n'avait pas fait. Fait que somme toute, il y a quand même des points positifs à cette saison-là de l'Impact. Il y a des points positifs. Si je regarde sur l'œil du partisan qui veut gagner, qui veut avoir des résultats, je vais dire que puis un partisan avec un œil critique respectable, donc je peux dire que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant parce que on l'a mentionné à plusieurs reprises, JF, l'Impact a dû faire face à une saison pas comme les autres. Avec cette pandémie. Donc, avec cette pandémie, aussi, c'était pareil pour les équipes aussi, mais on a trouvé c'était une équipe qui a joué, comme j'ai vu dans le bilan, parce qu'à toutes les 15 jours, c'était difficile pour eux d'avoir une chimie sur le terrain, un rythme sur le terrain. Et avec les blessures, et on a vu aussi un entraîneur qui a voulu implanter un nouveau style de jeu. Et puis, avec le temps, il a dû s'ajuster avec toute cette pandémie-là. C'est ça, parce que là, il l'a fait, il a essayé de l'implanter avec très peu de ressources, là. Avec très peu de ressources et avec une laps de temps très minime, parce que là, ils ont dû s'adapter à toute cette nouvelle planification de l'année. Thierry Henry en a parlé dans son bilan, même le préparateur physique aussi, il a dû manœuvrer à travers tout ce changement de planification-là aussi. Donc, aller dans la bulle, rester dans la bulle, où est-ce que les joueurs avaient une routine de travail. Si c'était la vie normale, on fait un match à l'étranger ou on met un match à la maison et puis par la suite, on a le temps de pratiquer, puis mettre des choses en place, puis travailler sur plusieurs aspects du jeu, donc pour développer certaines chimies, donc
en général, je trouve que l'équipe Thierry Henry et M. Renard ont tout de suite implanté leur identité. Et avec le départ de Piatti, on l'a vu tout de suite que Thierry Henry était le maître à bord. Oui. Donc, ça nous a permis aussi de voir que l'Impact va nous indiquer une direction. Et puis, cette direction-là, elle est claire. Ils veulent se rajeunir, on en a parlé. Et puis, veulent mettre une belle équipe sur pied. Et puis, de bâtir de l'arrière. Ce qui était difficile cette année pour l'Impact à faire, c'est de bâtir le jeu vers l'arrière, ce que Thierry Henry voulait mettre en place. Donc, je pense qu'on a fait des ajustements tout au long de la saison pour réussir à faire ça. Je me souviens très bien au camp d'entraînement l'an passé, les matchs de pré-saison, Thierry Henry avait été avec un 4-3-3, avait jamais réussi à faire vraiment marcher cet effectif-là. Donc, on était revenu à un 3-5-2 ou une défensive à 5, en tout cas peut-être deux latéraux, mais à la fin de la saison, on est revenu un petit peu plus vers ce 4-3-3-là. Donc, c'est démontré que l'équipe a progressé vers le schéma que l'entraîneur-chef voulait. Ce qu'on n'était pas capable de le faire au début de la saison, on a été capable de le présenter en fin de saison et de réussir quand même à obtenir un certain résultat. Et là, je pense que les modifications avec un Bassong, avec un Kiza, avec un Meller, je pense qu'on améliore ce système défensif-là qu'on est en train de construire. Oui, on va améliorer. Et si on regarde bien sous la nouvelle façon de jouer que Thierry Henry voulait implanter, il n'a pas menti sur ses intentions, comme tu l'as mentionné en début de saison. Mais ils ont constaté rapidement qu'ils avaient de la misère à sortir la balle du tiers défensif. Et donc, si tu veux gagner des matchs et puis tu veux faire les playoffs, tu as promis d'avoir faire les playoffs, il faut que tu trouves des solutions rapidement comme entraîneur parce que tu veux gagner des matchs. Et selon les effectifs que tu as, mais il faut s'ajuster rapidement. Surtout avec toutes la réalité de la pandémie. La réalité, voilà, exactement, avec la réalité de la pandémie. Mais là, à partir de là, je suis sûr qu'ils se sont assis, le staff ensemble, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il va falloir trouver des solutions rapidement pour aller chercher des points parce que l'Impact a perdu cette année plus de 5 matchs et plus par un marque de 1-0. Donc, c'est une équipe aussi qu'on a vu qui avait une sorte de faiblesse mentale quand ils encaissaient un but. Puis on a vu que c'était une équipe aussi qui avait une force mentale intéressante quand ils marquaient le premier but. Donc, après ça, c'était la gestion durant le match, les efforts. Puis Thierry Henry n'a pas menti là-dessus non plus. Il a dit que, son équipe s'est battue du début jusqu'à la fin dans tous les matchs. Ouais. C'est vrai, mais il y a des fois, ça faisait mal aux yeux. Moi qui parle en comme technicien, il y a des fois que ça faisait mal aux yeux à regarder. Mais j'ai compris que des fois, il fallait aller chercher des points qui étaient très importants pour pouvoir faire les séries. C'est ça, exactement. Donc, l'Impact s'est battu tout au long de cette saison-là. On a perdu en cours de route des joueurs quand même importants. Saphir Taider, entre autres. On a perdu également Boyan. Est-ce que on va être capable de remplacer ces joueurs-là par Sedic et Mihailovic? Parce que ça doit pas être facile non plus comme entraîneur-chef d'avoir à diriger deux joueurs comme Boyan et Taider quand tantôt je regardais les statistiques puis finalement ça m'a sauté aux yeux. Boyan a marqué 4 buts cette saison. Les 4 buts qu'il a marqués, Saphir Taider n'était pas dans l'alignement. Donc, visiblement, on a senti que les deux bons joueurs qui ont chacun des qualités différentes, n'étaient pas capables de jouer ensemble. Mais pour un entraîneur-chef, tu as besoin de ces deux joueurs-là. Il faut que collectivement, ça fonctionne. Là. Puis c'était pas le cas cette saison. C'était pas le cas à cause, premièrement, c'était difficile à mettre un automatisme sur pied. Ouais. Le manque de pratique, le manque de temps, etc.
Cette chimie-là, elle n'était pas naturelle. Là. Elle n'était pas naturelle, exactement. Donc, après, Bojan, dans la philosophie de jeu, dans ce que l'Impact voulait rechercher, une chance que Bojan était le collègue, le coéquipier de Thierry Henry à Barcelone, parce que Thierry Henry le connaît bien à Barcelone. Mais sinon, ça aurait été difficile pour Bojan de vraiment s'intégrer dans cette équipe-là, parce que c'est une équipe qui avait beaucoup de difficultés à maintenir la possession du ballon, à sortir le ballon de son tiers défensif et à trouver leur milieu offensif. Et on voit que c'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts en phase, en contre-attaque, rapidement vers l'avant. Plusieurs fois cette année, ils ont surpris l'adversaire de cette façon-là. Donc, parce qu'ils avaient de la misère à... Oui. Puis c'est un peu la marque de commerce de l'Impact de Montréal depuis plusieurs années, la contre-attaque. Et c'est un peu, sans dire que ce que Thierry Henry essaie de délaisser, mais Thierry Henry aimerait mieux qu'on soit capable de construire à partir du gardien de but vers l'avant. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et tantôt, tu parlais de ce réflexe-là qui arrive pas. C'est pas facile dans une année comme ça de s'ajuster, là. C'est très difficile. Et l'Impact est une des équipes les plus faibles en phase offensive cette année. Si on enlève les phases arrêtées, l'Impact fait partie des équipes les plus faibles offensivement. Donc, l'Impact a marqué cette année 2 fois 4 buts. L'Impact a eu beaucoup de misère à marquer 2 buts et plus dans un match. Donc, on voyait que sur les flancs, c'était difficile à se rendre dans le tiers offensif et à mettre des centres et puis à créer des opportunités de marquer. Donc, à partir de là, Thierry Henry et son staff ont dû s'ajuster comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et à partir de là, on a vu que c'était une équipe qui était beaucoup plus performante dans les phases arrêtées parce qu'ils ont créé beaucoup de fautes vers l'avant, dans leur jeu rapide vers l'avant. Kyoto qui a eu une excellente saison cette année. Vraiment. Avec 10 buts. Et puis après ça, le reste, ça suit. Taider 5, Urruti 5. Et puis le reste, c'était très minime. Donc 44% des buts comptés par l'Impact, Kyoto a été impliqué dans le jeu. C'est ça, exactement. Puis sinon, c'est Taider, Urruti. Taider qui sera pas de retour. Urruti, on le sait pas, on essaie de s'en débarrasser. Et lui, il aimerait retourner en Argentine. Donc, faudra voir là qu'est-ce qui va arriver dans son cas. Mais c'est ça. L'Impact, la force a été sur les ballons arrêtés. Saphir Taider, je pense principalement sur penalty, a marqué quand même relativement beaucoup de buts. Sinon, ça a été difficile. On parle souvent... Arius, de cette transition de l'arrière vers l'avant pour quitter la zone défensive et entrer dans la zone de construction. Est-ce que d'avoir joué, par exemple, en 4-2-3-1 avec un Wanyama et un Piet en 6 aurait facilité cette construction-là sur le terrain, tu penses? Parce que là, on les retrouvait très haut. Fait que là, défensivement, on récupérait haut, mais je pense que si on aurait construit sur eux dès le départ, la transition aurait été plus fluide, je pense. On a vu déjà le fait qu'ils avaient de la misère à sortir le ballon du tiers défensif. Je me répète, Jean-François, mais c'était difficile d'avoir une confiance qui devait s'installer de la défensive au milieu défensif, au milieu offensif et aux attaquants. Samuel Piet, cette année, on a vu que Thierry Henry l'a mis une couple de fois sur le banc parce que ça a été difficile. On a vu qu'il a dû changer Samuel Piet dans le système de jeu. Il l'a mis un peu plus sur les côtés de temps en temps dans son 3-5-2 quand il a changé un peu son jeu tactique, sa philosophie tactique. Donc, à partir de là, on a vu un entraîneur qui a challengé ses joueurs, qui a amené ses joueurs à faire des trucs différents. Donc, chapeau à lui parce qu'il fallait qu'il trouve des solutions.
parce que je vois qu'il voulait vraiment imposer puis apprendre les gars à jouer. Et il a fait confiance à un jeune Lynx qui est arrivé de Tottenham. Binks, excuse-moi, qui est arrivé de Tottenham et puis qui n'avait pas joué vraiment avec les adultes et puis qui a fait une très belle saison. Donc, ça a joué un peu aussi, je pense, sur le côté mental de certains joueurs. Le fait que le coach leur demandait de jouer à certaines positions qui étaient différentes, comme Kyoto. Kyoto, c'est pas un vrai avant-centre. Donc, on l'a mis en avant-centre. Il a eu beaucoup de succès avec l'Impact cette année. Donc, ça dépend toujours de ce que le coach voit dans un joueur. Donc, on a vu Thierry Henry challenger ses joueurs et puis il voulait avoir un jeu fluide et jouer vers l'avant, un jeu constructif, mais c'était difficile pour l'Impact d'installer ce jeu-là à cause du manque je pense, le manque d'effectifs, le manque d'effectifs pour mettre sur pied ce genre de jeu-là. C'est ça exactement, parce que si on regarde tantôt tu parlais de difficultés dans les flancs lorsqu'on voulait construire ce jeu-là, je pense principalement du côté gauche avec Corrales et avec Raitala, ça n'a pas été facile. On sentait que même la chimie avec les joueurs un petit peu plus haut sur le terrain n'embarquait pas. On a vu plusieurs fois Corrales avoir la chance de soit quitter en overlap, jouer le give and take, mais ça n'a jamais abouti. En fin de saison, je dirais que c'était meilleur parce que là, on voyait la chimie commencer à s'installer. Je pense que Corrales a eu quand même quelques beaux flashs dans les derniers matchs de cette saison-là. Mais du corridor gauche, là, ça a vraiment pas été facile, la construction tout au long de la saison. Ça a été difficile. Ça a été très difficile. On parle si je regarde bien, sur le flanc gauche, on parle je vais te donner des statistiques qui sont très intéressantes, JF, par rapport au flanc gauche. On parle de 45% des buts, souvent dans la MLS, vient sur les flancs. Cette année, l'Impact a eu beaucoup de difficultés à faire ça. 31% 30%, 25% des buts qui sort de l'arrière, un jeu qui sort de l'arrière, construit et sort sort d'un côté à l'autre. On voit ça avec des équipes comme Seattle, LAFC, donc des équipes qui ont une bonne possession du ballon, une bonne pourcentage de temps de possession du ballon, donc qui peut permettre à l'équipe de faire coulisser une défense adverse d'un côté à l'autre et de débalancer la défense adverse ou de déséquilibrer la défense adverse pour pouvoir aller chercher l'espace qu'il faut derrière la défense pour marquer un but. L'Impact a eu beaucoup de difficultés à faire ça. Pourquoi? Parce que l'Impact, quand elle avait le ballon, c'était très statique, là. Très statique. Quand ils ont eu du succès cette année, ça c'est une statistique qui est très intéressante aussi. Quand ils ont eu du succès cette année, ça c'est intéressant. C'est quand l'équipe adverse les attendait et l'Impact a eu le temps de construire dans la zone offensive du centre du terrain. Donc un bloc bas voilà, chez l'adversaire. Voilà, puis ils ont pu et malgré qu'ils ont marqué 9 buts dans les statistiques que j'ai, malgré qu'ils ont marqué 9 buts dans cette phase-là, mais 6 des buts étaient des jeux arrêtés. Donc ils ont causé beaucoup de fautes, donc qui fait que ils sont rentrés dans ces statistiques-là. Mais si on enlève les buts dans les jeux arrêtés, l'Impact a comme marqué 3 buts en construisant dans la zone offensive et finir au but. Et ça, c'est très peu, là. C'est très peu. C'est très peu pour une équipe qui veut aspirer au titre, là. Exactement. Fait que c'est cette transition-là en zone de construction avec un support de nos latéraux. Et c'est là que j'en viens parce que je comprends, il y a plusieurs fans qui disent
on veut un marqueur de premier plan, on veut un striker, mais chez l'Impact, là, présentement, je pense que c'est pas tant la priorité parce que quand on a eu le ballon, surtout en phase arrêtée, on était capable de la mettre dedans. Le problème, c'est de le rendre, le ballon, et de construire ce jeu-là, justement, le moins statique possible pour déséquilibrer l'adversaire. Et c'est ça qu'on a eu de la misère à faire, à implanter. Puis le match, en quelque sorte, c'est comme si on va à l'école, c'est l'examen. Tout ce qui se passe là, c'est le résultat de ton examen. Donc, c'est le travail que tu fais en entraînement qui fait foi de tout. Donc, tu deviens champion sur le terrain, mais tu bâtis ton championnat dans tes entraînements. Mais c'est un peu ce que l'Impact n'a pas réussi à implanter avec la pandémie, avec le voyagement, avec la bulle. Donc, j'en reviens. Tu viens de mentionner, Arius, que contre les blocs bas où on a eu le temps de construire, on a bien fait. Donc, ce qui manque à l'Impact, clairement, c'est ce réflexe-là et cette chimie-là d'équipe pour amener les performances individuelles à une performance collective qui va donner du succès à l'Impact. Oui, et qui va aussi donner le goût aux partisans de regarder un match de foot. Ouais. Jean-François, parce que moi, je vais parler pour les spectateurs. S'il y a des matchs que je te dis, j'avais mal aux yeux, puis je voulais juste fermer la télévision. Mais encore là, c'est le foot. Il faut regarder le foot. Il faut essayer de comprendre les intentions derrière le jeu. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Monsieur Thierry Henry et Olivier Renard, ils sont patients. Je pense qu'ils veulent montrer un beau jeu sur le terrain aux amateurs foot au Québec. Mais pour le faire, il faut être patient. Encore une fois, je répète. Puis l'essence de base du foot, c'est de posséder le ballon, passer par les flancs ou donner des centres. Donc, créer des chances de marquer, et la créativité. Donc, on veut voir tout ça sur le terrain. Oui, vas-y. Je regardais Dortmund en Bundesliga en fin de semaine. Ils ont eu un but que j'ai partagé. Là. La construction de ce jeu-là, elle était phénoménale. Et c'est ça qu'il faut amener là, chez l'Impact, sans dire qu'on va arriver à ce niveau-là, mais c'est ce genre de construction-là qu'il faut amener. Mais c'est ce genre de construction-là qu'il faut amener. Puis moi, j'y crois que ils vont pouvoir arriver à un statut, puis à une identité, parce que Thierry Henry et M. Renard y croient fortement. Ils continuent à amener des nouveaux joueurs, ils continuent à amener des jeunes joueurs. Par contre, une chose que cette équipe-là a beaucoup manqué, c'est le leadership. Rien à enlever à Samuel Piette encore une fois. Mais des fois, Jean-François, dans un vestiaire, tu as besoin d'avoir une présence. La présence commence avec l'entraîneur et ensuite le capitaine et les autres leaders dans la chambre. Et le capitaine, c'est pas nécessairement celui qui marque le plus de buts, là. C'est pas nécessairement celui qui marque le plus de buts, c'est pas nécessairement celui qui est le plus flamboyant sur le jeu. C'est celui que quand il va parler dans le vestiaire, il va faire comprendre aux gars qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben ça va écouter, exactement. Donc, il y a un manque de caractère, je crois, une force de caractère dans cette équipe-là. Donc, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus aussi. Mais si tu veux gagner des matchs des fois, ben tu as besoin de ce genre de caractère-là aussi sur le terrain, sur le jeu. Et présentement, Arius, moi, ce que je vois comme joueur, justement, qui pourrait avoir ce profil-là, c'est, et là, je suis pas dans le vestiaire, fait que je suis pas dans le secret de ce qui se passe dans la chambre, mais de voir la réaction sur le terrain d'un Camacho ou d'un Kyoto, et là, Camacho, on va peut-être bien le perdre, je sais pas, là, mais je pense qu'il va être à sa dernière saison avec l'Impact, mais c'est ce genre de grinta-là un peu qu'on cherche un peu chez un capitaine également. Oui, écoute, encore même, je pense que même Samuel Piette, si j'ai bien lu dans son bilan ce qu'il a dit, parce qu'il a été interviewé, il a dit lui-même, il a appris cette année parce que des moments quand il fallait qu'il se fâche. réagisse qu'il se fâche, il le faisait pas.
Donc, il était un peu trop gentil avec ses coéquipiers. Et ça n'a rien à voir personnellement avec le joueur. Et même moi, quand j'enseigne à mes joueurs, je leur dis des fois, c'est rien de personnel si tu te fâches si tu fais savoir à ton joueur à côté de toi que, hey, let's go, c'est le temps de se réveiller, là, parce qu'on a besoin de toi dans le match. Tu manques un bon match. Oh, oui, c'est ça. Un bon match. Des fois, il faut que ça se dise sur un terrain. Oui, exactement. Ben, ça fait partie du jeu. Donc, et ça fait partie de la culture du foot, de la culture du sport. Donc, du sport d'équipe surtout. Donc, il faut passer à autre chose. Et ça fait partie des émotions. Et puis, il faut gérer les émotions. Et puis, c'est des professionnels, ils doivent savoir comment réagir sur le jeu. Et puis, pour aller chercher les résultats qu'il faut sur le terrain. Donc, je pense qu'à partir de là, Thierry Henry a amené beaucoup, je pense, dans ce vestiaire-là, comme entraîneur, comme ancien joueur légendaire qu'il est. Je pense qu'il a beaucoup appris aussi de ses erreurs à Monaco. Puis, on voit des bons feedbacks de tous les joueurs du vestiaire, de comment il agit, comment les joueurs doivent agir sur le terrain, comment ils doivent gérer la pression, comment ils doivent gérer les critiques. Donc, je pense qu'il fait un très grand travail là-dessus. À aider les jeunes, ouais. Ça, c'est sûr. Et il n'y aura pas le choix de le faire parce qu'il va avoir clairement une jeune formation. L'Impact de Montréal qui a mis la main sur Ibrahim, le petit dernier venu, là, je veux pas induire en erreur, mais l'Impact, donc, qui a signé un jeune joueur en vue de la saison prochaine. Donc, je ne sais pas si il va être dans les rangs pour entamer cette nouvelle saison-là avec l'Impact de Montréal, ou s'il ira rejoindre là, la sélection U23. Sunusi Ibrahim, donc. Sunusi Ibrahim, exactement. Sunusi Ibrahim, un jeune attaquant international qui a 18 ans, nigérien. Il semble prometteur, là. Très prometteur. Il a fini meilleur buteur dans la ligue du championnat nigérien. Donc, on a des belles statistiques sur lui. On dit que c'est un joueur fougueux. Donc, ce que l'équipe recherche. Puis, comme qu'on s'est déjà dit dans nos derniers podcasts, M. Renard l'a encore mentionné, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il pourra pas amener du caractère dans l'équipe et de ce qu'il recherche. Donc, je pense que c'est un joueur typiquement dans le profil qu'il recherche eux autres pour rajouter dans l'équipe. Puis espérons qu'il va avoir un impact malgré son jeune âge. C'est ça, c'est vraiment cette dynamique-là qu'on tente d'aller rechercher chez l'Impact de Montréal. Cette dynamique de jeunesse, de fougue. Et on se le cachera pas. Le plan chez l'Impact, c'est de recruter, former, revendre. C'est ça un peu la MLS. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense que l'Impact, au terme de cette saison-là, est beaucoup mieux placé pour débuter 2021 qu'elle l'était pour débuter 2020. Je pense que, clairement, on a changé la direction que prenait cette formation-là. On semble aller dans le bon sens, donc il faut juste continuer d'avancer pour la saison qui s'en vient, mais clairement, pour l'instant, on a une direction à suivre, là. Ce qu'on n'avait peut-être pas dans le passé et qu'on se demandait à chaque début de saison, mais quel genre d'impact on va voir sur le terrain cette saison-ci. Là, pour la saison qui s'en vient, on le sait ce qu'on risque de voir. Et il reste juste à assembler les casse-têtes ensemble. Et l'Impact a encore des places de joueurs désignés disponibles. Demain, on annonce l'image de marque. Il va peut-être avoir des annonces de joueurs. Il va peut-être avoir d'autres choses à venir. On sait qu'Olivier Renard devra rajouter des joueurs. Le mercato est pas terminé encore. Donc, ils ont le temps. Ils ont le temps encore. Ils ont encore beaucoup de temps à raffiner cette équipe et à peaufiner tous leurs effectifs. Je pense que l'entraîneur principalement évalue sa première saison en général avec son staff. Et puis, je pense qu'il a beaucoup appris de son staff. Il a beaucoup appris de son équipe. Donc, il va s'asseoir sûrement avec le directeur sportif, M. Renard, et puis voir quel autre effectif qui reste à rajouter. Donc, encore une fois, ils ont rajouté un attaquant rapide et puissant. On a vu un Kamal Miller, un défenseur rapide et puissant.
On va voir un Zoran, effectivement, qui va être très rapide et puissant aussi. Donc, effectivement, comme tu le dis, JF, ben, on voit dans quelle direction que l'Impact veut nous amener. Et puis, on a hâte de voir le nouveau logo demain. On a hâte de voir la nouvelle identité. Et en ce moment, même l'entraîneur, là, on en parlait dans son bilan, il a dit « Laissons la place à la nouvelle identité ». Pour la saison, il a été satisfait malgré les circonstances. Et puis, son équipe, pour lui, a eu une belle saison. Et il a atteint un objectif qui était de faire les séries éliminatoires. Donc, je pense que malgré l'élimination rapide, je pense que les joueurs ont été quand même aussi fiers aussi de ce qu'ils ont accompli cette année. Je pense que oui. Ils ont travaillé fort, on l'a dit. Ils se sont bien battus. À long terme, ça pourra pas être un objectif toujours de juste se battre. Il va falloir gagner à un moment donné. Mais je pense que l'Impact se dirige bien là-dedans et sont en train de mettre les bases solides. Et c'est ce qui a manqué dans le passé, de mettre ces bases-là et d'être patient aussi. Parce que souvent, j'ai senti dans les dernières saisons un Impact un peu paniqué. Donc, il a donné des contrats à droite et à gauche pour essayer de mettre un plaster sur une blessure profonde et ça a donné les résultats que ça a vu. On a ajouté du talent individuel, mais ça n'a jamais réussi à donner un résultat collectif. Là, on sent qu'on a un groupe de joueurs qui va travailler ensemble et un entraîneur-chef surtout qui semble très respecté dans son vestiaire. Je regardais les Instagram des joueurs en vacances et c'est assez unanime, là. Je pense qu'ils aiment bien leur entraîneur-chef. Alors ça y est pour beaucoup aussi dans la réussite d'une formation. Ah oui, c'est énorme parce que quand tu as confiance dans ce que l'entraîneur veut amener comme philosophie de jeu et les joueurs y embarquent, crois-moi, j'ai eu l'expérience avec ton garçon au sport-études, donc je sais c'est quoi. Donc quand tu amènes dans un vestiaire un jeu de philosophie, une façon de faire les choses, une façon de travailler, une éthique de travail et les joueurs embarquent, qui ont confiance, tout peut arriver, Jean-François. Et je l'ai souvent dit, le ballon est rond pour tout le monde. Donc, à voir en 2021 ce que l'Impact nous réserve. Mais je sais que Thierry Henry veut améliorer le jeu offensif. Il veut avoir une attaque très haut. Il veut gérer les transitions sur 40 à 50 mètres. Donc, qui a été très difficile pour l'Impact cette année. Quand il perdait le ballon, il y avait un gros gap entre la ligne de défense et la ligne d'attaque. Donc, qui faisait que l'équipe n'était pas assez compacte pour rendre ça plus difficile à l'équipe adverse pour attaquer. Donc, il va travailler là-dessus. Et puis, de perdre moins de ballons aussi en phase défensive, où est-ce dès qu'on récupère le ballon. Donc, il y a une transition défensive qui se fait à la transition offensive. L'Impact était très faible dans cette transition-là parce qu'ils perdaient le ballon très vite dans leur tir défensif, qui leur a causé beaucoup de mauvais buts. Et l'Impact non plus est pas une équipe qui est hyper rapide défensivement. Donc, s'il laisse passer le joueur de venir en rattrapage, là, on n'a pas le Alphonso Davies qui va nous faire une course de la mort pour revenir couper la ligne. Voilà, c'est ça, exact. C'est ça, donc ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils récupèrent la première fois en haut. La première fois en haut, et quand tu veux récupérer, tu veux toujours essayer de récupérer le plus haut possible, donc le plus proche du but de l'adverse. Donc, c'est ça le but. Donc, tu veux récupérer le plus haut possible, c'est ça le but du jeu. Donc, tu veux marquer des buts, donc tu veux marquer le but le plus rapidement possible. Exactement. Donc, en général, moi, je suis satisfait et puis j'aime ce que je vois. Pour une des rares fois, je suis vraiment l'Impact à 100%. Et puis, parce que j'aime ce que Thierry Henry et M. Renard veulent amener. Et puis là, maintenant, les prochaines étapes, c'est de commencer à bâtir quelque chose de solide. Et je pense qu'on est en voie de le voir et on va voir justement demain pour la nouvelle image de marque, on va voir là
et également un changement de cap dans la direction que prend l'Impact de Montréal. Donc, je pense que ça aussi, ça va être important de le voir, de prendre le temps de l'analyser. On va être ici en émission spéciale, donc demain dès 10h. Et la conférence de presse sera présentée sur les réseaux sociaux de l'équipe un peu partout. Je pense que TVA Sport va la retransmettre également. Donc, le podcast sera ouvert à tous. Il va y avoir une portion de l'émission qui va être réservée à nos membres. Mais sinon, le podcast va être ouvert à tous et je pense qu'on va avoir sincèrement une belle journée demain. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette excitation-là avant le lancement d'une nouvelle saison de l'Impact. Là. Oui, parce que je pense que cette fois-ci, je pense que ça va vraiment, ça vient interpeller beaucoup les amateurs du foot au Québec. Et puis, je crois que le logo avec l'annonce que c'est des anciens qui travaillaient pour les Canadiens de Montréal, qui sont derrière le logo. Donc, sûrement, il va y avoir un sentiment d'appartenance avec la province qui va être très solide dans l'emblème, dans le logo. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et puis, espérons que le logo va nous frapper sur les yeux et puis que moi, je cours demain aller acheter mon chandail. Moi aussi, c'est sûr, c'est définitif. Dès que ça sort, je prends le mien. Donc, merci Arius d'avoir été avec moi ce soir et on se retrouve mercredi prochain pour un autre podcast. Un plaisir et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon podcast demain matin. Merci. Bye-bye, Arius. Bye-bye. Bye tout le monde. On se retrouve demain, donc 10h pour cette émission spéciale sur la nouvelle image de marque de l'Impact de Montréal. Donc, ça sort demain, 10h. Je suis là, je suis avec vous autres. Et on va voir comment cette émission-là va se construire. Normalement, je vous ai dit que je serais là avec vous jusqu'à 14h. Mais là, maintenant qu'on sait que cette émission-là va être retransmise, cette conférence-là va être retransmise, ouverte à tous. Donc, on va voir là, selon la réaction, comment les gens embarquent. Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils écoutent via d'autres canaux? Est-ce qu'on peut ajouter une plus-value à l'information que vous recevez? Donc, c'est tout ça qu'on va analyser. Mais c'est sûr qu'il y aura une portion donc réservée aux membres où on va analyser, on va prendre les commentaires, on va parler avec les gens. Et il sera bien sûr ouvert à tous pour toutes les autres. Donc, on va vivre ça ensemble en petite communauté IMFC ou CFMTL. Bref, ça va être vraiment plaisant. Soyez avec nous demain dès 10h. Bye bye tout le monde. La version audio suivra dans quelques instants.